La Russie est bénie avec certains des paysages les plus époustouflants du monde et d'immenses ressources naturelles. Mais malgré tout cela, beaucoup de gens là-bas sont profondément malheureux. Les données le confirment. La Russie a le 5e taux de suicide, le plus élevé au monde, avec 24,1 pour 100 000 habitants. Et ce n'est que la moyenne nationale. Dans certaines régions, les chiffres sont encore plus alarmants. Pourquoi la vie est-elle si incroyablement difficile pour tant de personnes dans l'un des pays les plus riches en ressources au monde? Regardons cela de plus près. Selon le groupe de réflexion Freedom House, basé à Washington District de Columbia, la Russie est l'un des pays les moins libres au monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Tout commence par la censure. Et il y en a beaucoup. Oui, la constitution russe garantit techniquement la liberté d'expression, mais il y a une grande faille bien pratique. Le gouvernement peut sévir sévèrement contre tout ce qu'il considère comme une expression d'extrémisme. Avec le temps, cette définition a été élargie, permettant aux autorités de réprimer la dissidence, de restreindre le journalisme indépendant et de faire taire les voix de l'opposition. Ce contrôle de l'expression a suscité des comparaisons directes avec la Corée du Nord, où les récits officiels dominent et où les médias fonctionnent sous la surveillance quasi totale du gouvernement. Sous le régime de Vladimir Poutine, presque tous les grands médias en Russie sont soit contrôlés par l'État, soit fortement réglementés. La chaîne la plus populaire en Russie est Pervy Canal. C'est un partenariat public-privé entre le gouvernement russe et un groupe d'investisseurs, mais en pratique, il fonctionne davantage comme un porte-parole du Kremlin. Tous les grands investisseurs de la chaîne sont proches du régime de Poutine, ce qui transparaît dans la couverture médiatique. Qu'en est-il des autres chaînes? NTV, deuxième chaîne, la plus populaire du pays, adopte un ton très similaire à celui de la première chaîne. Parce qu'elle est contrôlée par Gazprom, le géant énergétique d'État proche du Kremlin. Rossia complète le trio des principales chaînes télévisées. Elle appartient à la Compagnie nationale de télévision et de radio de toute la Russie. Compagnie nationale de télévision et de radio de toute la Russie, un organisme géré par le gouvernement. En d'autres termes, les 3 principales chaînes russes sont toutes étroitement liées à l'État, et leurs messages s'écartent rarement de la ligne officielle. Les publics occidentaux connaissent probablement Russia Today. Russia Today, la chaîne russophone en anglais du pays. Bien qu'elle fonctionne à une échelle plus réduite que les géants nationaux, comme Première chaîne ou Russie 1, Russia Today est néanmoins entièrement financée par le gouvernement russe. Ce niveau de contrôle ne s'arrête pas à la télévision, il s'étend aussi à la radio. Gazprom est également présent dans le secteur de la radio. Elle possède Avtoradio, la 2e station la plus populaire du pays. En fait, presque toutes les grandes stations de radio en Russie appartiennent à l'État ou sont contrôlées par des entreprises alignées sur le Kremlin. Et lorsqu'il s'agit de la presse écrite et des journaux, l'histoire n'est pas différente. L'État ou ses alliés contrôlent le récit. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Russie produit rarement des films, des émissions ou des livres reconnus mondialement, c'est en grande partie pour cette raison. La créativité souffre dans un environnement fondé sur la censure. C'est la réalité de la vie en Russie. Les citoyens sont forcés de consommer des médias auxquels ils n'ont pas confiance. Seulement 35% des Russes croyaient ce qu'ils voyaient sur la première chaîne en 2023. Et c'était la chaîne la plus fiable. L'influence du Kremlin s'étend profondément dans le monde numérique. YouTube reste accessible pour l'instant, mais l'expérience est loin de ce à quoi les utilisateurs occidentaux sont habitués. La plateforme fonctionne extrêmement lentement, rendant presque impossible de regarder quoi que ce soit. Et il y a une raison à cela. Le Kremlin a limité la bande passante de YouTube à l'été 2024. Ainsi, le trafic a chuté à 20% de son niveau habituel à la fin de l'année. Mais ce n'est pas tout. En novembre 2024, la société mère de Google, Alphabet, a été condamnée à une amende de 20 décillions de dollars pour avoir refusé de rétablir les chaînes YouTube pro-russes. Ce n'est pas une amende que l'entreprise a l'intention de payer, d'autant plus qu'elle est 200 quintillons de fois supérieure à l'ensemble de l'économie mondiale. Nous n'inventons rien, mais cela n'a pas d'importance. La filiale russe de Google a été déclarée en faillite en 2022 de toute façon. En Russie, les propriétaires actuels de téléphones Android peuvent s'en sortir pour l'instant, mais se procurer un nouveau téléphone est une autre histoire. Au cas où vous vous poseriez la question, c'est une situation similaire avec Apple. En ce qui concerne la navigation sur Internet, la plupart des recherches passent désormais par Yandex, la propre plateforme de la Russie, qui affiche une nette tendance pro-Kremlin.
Les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram font face à des problèmes similaires. Ils ont été bloqués après que Vladimir Poutine a décidé de lancer son opération militaire spéciale. Meta, leur société mère, a été qualifiée d'organisation extrémiste. Pas encore d'amende de 20 décillions, mais cela pourrait arriver bientôt. X est également bloqué. Il est peu probable que cette situation change de sitôt. Cependant, il y a une émission en Russie qui n'est pas censurée. L'émission sur la politique russe. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors que la Russie maintient la prétention d'organiser des élections libres et démocratiques, la réalité raconte une toute autre histoire. Oui, les gens peuvent se rendre au bureau de vote. Cela existe vraiment. Mais cela fait aussi partie d'une mise en scène soigneusement orchestrée. Les observateurs électoraux légitimes sont très limités, le régime de Poutine restreignant même le nombre de personnes autorisées dans les bureaux de vote. Et oui, il y a des publicités pour les partis d'opposition. Mais cela fait aussi partie de l'illusion. En fait, il y en a trop. C'est parce que Poutine choisit lui-même son opposition. Et il en a choisi beaucoup. Parmi eux, on trouve le Parti communiste, Russie Juste, le Parti libéral-démocrate de Russie et le Parti des Nouveaux Gens. Ces partis ont remporté au total 118 sièges qu'on émerge à la Douma en 2021. Le régime de Poutine a assoupli les règles d'enregistrement des partis en 2012 pour encourager l'émergence de centaines d'autres partis. Ça ressemble à de la liberté. Ressemble étant le mot clé. Le fait que tant de partis soient en concurrence les uns avec les autres signifie que l'opposition véritable reste divisée et que la plupart des partis restent petits. Mais certains de ces partis minoritaires ont réussi à percer. En 2021, 3 nouveaux partis, Nouveau Peuple, Pour la Vérité et Alternative Verte ont obtenu suffisamment de soutien pour se qualifier aux élections à la Douma. Mais comme vous pouvez vous y attendre, il y a toujours un piège. Tous ces soi-disant partis d'opposition ont quelque chose en commun. Leurs dirigeants et présidents ont des liens avec le parti Russie Unie de Poutine. Les partis d'opposition et les candidats qui existent réellement, en dehors du spectacle mis en scène par Poutine, sont commodément disqualifiés. Le plus célèbre dans le monde entier était Alexei Navalny, mais il n'était pas le seul. Les personnalités en dehors du spectacle officiel de la politique russe peuvent s'attendre à être harcelées ou à être déclarées extrémistes. La diabolisation est l'aspect le plus flagrant. Chaque fois qu'il y a une arrestation ou une inculpation d'une véritable figure de l'opposition, les Russes en entendront parler dans n'importe quel média qu'ils préfèrent consommer. Mais ce genre de censure n'est pas propre à la Russie. La Chine partage bon nombre des mêmes tactiques, mais avec une différence majeure. La Chine ne prend même pas la peine de mettre en scène le théâtre politique comme le fait la Russie. Il n'y a pas de fausses élections, et la censure sur Internet à travers la grande muraille électronique est encore plus flagrante. Malgré cela, son taux de suicide est de 9,17 pour 100 000 habitants. Quelle en est la raison ? Une explication est que le gouvernement chinois a passé un accord avec son peuple en échange de cela. Il continue de les gouverner de manière autoritaire, mais garantit la croissance économique en échange. Et il a réussi. Environ 800 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, depuis que le pays s'est ouvert au monde en 1978. Le salaire médian en Chine est d'environ 4 000 $ par mois. Jusqu'à présent, le Parti communiste a tenu sa promesse. La Russie n'a jamais fait une telle promesse. La vie a toujours été difficile pour le travailleur russe moyen. Mais ces dernières années, les conditions se sont nettement détériorées. Ceux qui cherchent à comprendre les raisons de cette difficulté croissante prennent de vrais risques. La vérité n'est pas facilement accessible dans les médias traditionnels, et selon la législation russe actuelle, diffuser ce que le gouvernement considère comme des informations sciemment fausses sur la soi-disant opération militaire spéciale peut entraîner jusqu'à 15 ans de prison. Ainsi, une grande partie de la réalité demeure obscure. L'invasion de l'Ukraine par Poutine a fait de la Russie le pays le plus sanctionné au monde, dépassant même la Corée du Nord et l'Iran. Cela peut sembler surprenant, surtout compte tenu de la richesse et de la sécurité dont continuent de jouir le président Vladimir Poutine et les membres de son cercle rapproché. Mais ce contraste frappant reflète la nature du système politique et économique russe. Même avant la guerre en Ukraine, la Russie se distinguait sur la scène économique mondiale. Bien qu'elle soit classée comme la 11e plus grande économie du monde, cette richesse n'est pas partagée par tous. La Banque mondiale indique que le produit intérieur brut nominal par habitant de la Russie en 2023 est légèrement inférieur à 13 900 $. C'est bien en dessous des États-Unis, avec près de 83 000 $, mais c'est aussi inférieur à des pays comme Andorre, la Chine ou même le Costa Rica. Alors,
Pourquoi les gens en Russie ne gagnent-ils pas plus d'argent? Le secteur de l'énergie est de loin le plus important de l'économie russe. Il représente 20% du produit intérieur brut annuel du pays, mais pour les personnes qui y travaillent, le salaire n'est pas à la hauteur de ce qu'elles pourraient attendre pour un travail aussi important. Début 2024. Les travailleurs du secteur pétrolier et gazier en Russie gagnaient en moyenne près de 1400 $ par mois. C'est 2/3 de plus que la moyenne nationale. Mais leurs homologues américains dans le même secteur gagnent en moyenne près de 5,6 fois plus, soit presque 7700 $. Après plus de 3 ans de guerre, même les emplois du secteur énergétique russe perdent en compétitivité. L'armée russe manque tellement de personnel qu'elle offre des primes à la signature d'environ 2400 $ et des salaires mensuels d'environ 2600 $. Et pourtant, cela reste inférieur au salaire médian américain, qui est juste en dessous de 4800 $. Ce déséquilibre économique se reflète également dans le profil industriel plus large de la Russie. Les exportations du pays sont largement dominées par l'énergie, l'agriculture étant bien moins importante. Au-delà du secteur de l'énergie, les plus grandes entreprises de la Russie sont Sberbank et des géants des ressources comme MMC Norilsk Nickel. Un important fournisseur de nickel et de palladium. Pourtant, malgré sa vaste taille et sa richesse naturelle, la Russie ne s'est pas imposée comme un leader dans les industries mondiales de pointe. Les marques russes reconnues mondialement sont rares, voire inexistantes, et cette tendance ne semble pas près de changer. Pour ceux qui cherchent à faire carrière dans des entreprises prestigieuses ou innovantes, les opportunités les plus attractives continuent de se trouver en dehors des frontières de la Russie. Auparavant, cette voie restait ouverte à de nombreux Russes, symbole de la fin de la guerre froide et de la promesse d'une nouvelle ère d'opportunités mondiales. Du moins, c'était l'idée. Cela devait marquer un tournant. Les États-Unis comptent parmi les entreprises les plus riches et les plus reconnues au monde. Observez simplement leurs exportations. L'éventail est large, incluant l'énergie, les produits agricoles, automobiles, matériel médical, électronique de pointe, et même des antiquités et tableaux. C'est parce qu'il y a des géants de la technologie comme Apple et Microsoft, des mastodontes du divertissement comme Disney, des entreprises automobiles de premier plan comme Ford, General Motors et bien trop d'autres marques pour toutes les citer. Plusieurs d'entre elles sont venues en Russie après 1991 pour faire des affaires. La transition a été difficile pour la Russie, Matteo, mais il y avait toujours de l'espoir de l'autre côté grâce à la présence de ces entreprises. Mais aujourd'hui, plus de 1000 entreprises internationales ont soit réduit, soit arrêté leurs activités en Russie. La situation ne cessait de se détériorer alors que Poutine se vantait de l'annexion de la Crimée. Mais l'opération militaire spéciale a coupé les liens commerciaux avec l'Occident. Néanmoins, des entreprises étrangères, notamment d'un pays prévisible, opèrent toujours en Russie, à une économie bien plus diversifiée que la Russie. Bien sûr, c'est le leader mondial de la fabrication, mais il y a aujourd'hui beaucoup plus d'emplois disponibles en dehors de l'usine. La Chine compte des géants des télécoms comme Huawei et une industrie florissante de la voiture électrique, avec des entreprises telles que BYD. Il y a même TikTok qui appartient à ByteDance, une entreprise chinoise. Il y a des preuves que ces entreprises recrutent en Russie, mais c'est une arme à double tranchant. Comme il y a beaucoup de talents disponibles après le départ des entreprises occidentales, ils en profitent, ce qui signifie probablement des salaires plus bas qu'avant. Sans surprise, les gens ont voté avec leurs pieds et ont quitté le pays. L'opération militaire spéciale a entraîné une fuite des cerveaux, car des centaines de milliers de compatriotes parmi les plus instruits ont fui à l'étranger pour éviter la conscription. Vladimir Poutine a qualifié de traîtres ses talents en exode. Malheureusement pour lui, ces traîtres incluent de manière disproportionnée des professionnels des secteurs de la technologie, des affaires et du divertissement. Ce n'est pourtant rien de nouveau. La guerre n'a fait qu'accélérer des tendances qui existaient déjà dès la fin de la guerre froide. Vous pouvez maintenant vous rendre compte à quel point l'économie russe est contradictoire. Son profil démographique, avec une population vieillissante et en déclin, ressemble à celui des pays les plus développés du monde, mais son économie ressemble davantage à celle d'un pays en développement, et son produit intérieur brut par habitant le confirme. Mais c'est encore pire selon l'endroit où se trouvent les Russes. S'ils travaillent à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ils font partie des chanceux. La chose la plus proche de l'Ukraine qu'ils connaissent, ce sont les reportages biaisés entendus quotidiennement. Mais la Russie, c'est bien plus que Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est un pays d'une extraordinaire diversité.
Malheureusement, cette diversité est le produit d'une histoire assez sombre. La Russie s'est libérée de la domination mongole, et s'est rapidement étendue entre les 16e et 19e siècles. Mais son expansion dans ces régions lointaines et peu peuplées a posé un problème. Ces endroits qui étaient éloignés du cœur de la Russie, et Moscou doutait naturellement de leur loyauté. Alors, elle a trouvé une solution. Prenez une carte des principaux réseaux routiers de la Russie, et quelque chose vous sautera aux yeux. Alors que le cœur européen est bien connecté, la Sibérie reste en grande partie isolée. À quelques exceptions près, elle était plus étroitement reliée à Moscou par l'autoroute transsibérienne qu'à la plupart des régions situées à l'est de l'Oural. Il est très difficile d'être une minorité en Russie. Bien que les médias présentés quotidiennement soient similaires dans tout le pays, pour de nombreuses minorités, surtout celles des régions isolées, la mobilité de base reste un défi majeur. Les infrastructures routières sont fréquemment restreintes ou non asphaltées, surtout en Sibérie. Pour être juste, cela est en partie dû au climat rude et impitoyable. Certaines villes sont inaccessibles par la route, recouvertes de glace et de neige la majeure partie de l'année. Mais ce n'est pas seulement le climat qui rend la vie difficile. L'extrême-orient russe est peut-être isolé, mais il possède des ressources fantastiques. Il y a des hydrocarbures, du minerai de fer, de l'or, de l'argent, et 220 millions d'hectares de terres agricoles. Mais la région ne fournit qu'environ 5% du produit intérieur brut national, donc il est difficile de trouver un bon emploi dans ces secteurs. De nombreux habitants quittent la région pour trouver de meilleurs emplois à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Il n'est pas surprenant que l'extrême-orient russe ait perdu un tiers de sa population depuis la fin de la guerre froide. Mais cela n'apporte pas toujours la promesse d'une vie meilleure. À Moscou ou à Saint-Pétersbourg, les offres d'emploi contiennent des mots comme « réservé aux Slaves » ou « recherche candidat d'apparence slave ». C'est la même chose pour le marché du logement. Donc il devient non seulement difficile de trouver un emploi, mais aussi de trouver un endroit où loger. Bien sûr, la loi russe interdit la discrimination ethnique à l'embauche, mais elle garantit aussi la liberté d'expression, et cela ne veut rien dire. Même les organismes gouvernementaux enfreignent la loi. Des documents provenant de la ville de Dzerzhinsk, un lieu important dans l'industrie chimique russe, ont révélé que le gouvernement local demandait explicitement que les entrepreneurs potentiels soient d'apparence slave. La guerre en Ukraine semble avoir aggravé ce problème. Le Centre Sova, un groupe qui surveille l'extrémisme en Russie, a signalé une forte augmentation des violences à caractère ethnique à partir du printemps 2023. Cette hausse a inversé une tendance à la baisse qui durait depuis 20 ans. Les victimes d'apparence non slaves ont été les plus fréquemment visées lors de centaines d'attaques menées par des bandes de jeunes. La violence s'est intensifiée en 2024, les auteurs utilisant des armes telles que des couteaux et des poings américains. Le nombre de victimes reste bien inférieur à celui du milieu des années 2000. Mais regardez le graphique, et vous ne pourrez pas ignorer la tendance. Beaucoup de membres des minorités en Russie considèrent depuis longtemps le service militaire comme l'une des rares voies possibles pour avancer. Et cela était vrai, même avant la guerre en Ukraine. Bien que les Russes ethniques constituent environ 80% de la population, la démographie de l'armée diffère considérablement. À l'été et à l'automne 2022, l'Ukraine a lancé des contre-offensives réussies, reprenant de vastes zones de territoire dans les oblasts de Kharkiv et de Kherson. En réponse, Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle, appelant des hommes issus des réserves militaires de la Russie. Mais la mobilisation n'était pas répartie de manière équitable. Bien que 77% des Russes vivent dans le cœur européen, y compris des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, ces régions ont été largement épargnées. Le fardeau de la mobilisation est tombé de manière disproportionnée sur les minorités ethniques et les habitants des régions éloignées, perpétuant un schéma d'inégalité de longue date au sein des forces armées. La tendance est devenue claire à la fin de 2023. La première année complète de mobilisation. 6 des 10 régions russes ayant les taux de mortalité les plus élevés connus se trouvent en Sibérie et dans l'extrême-orient russe. Les hommes de la République de Bouriatie étaient beaucoup plus susceptibles de mourir que les hommes de Moscou. Et pas 2, 3, ou même 10 fois plus, mais 75 fois plus. 18% du total des pertes de la guerre venaient de ce petit endroit isolé et lointain. Combien de personnes vivent réellement en Bouriatie ? Le recensement de 2021 l'a estimé à environ 972 000. La population de Moscou à elle seule était de 12,7 millions.
Avec une infrastructure de soutien social limitée et une discrimination ethnique répandue dans la vie quotidienne, les taux de suicide dans de nombreux districts périphériques de la Russie restent nettement supérieurs à la moyenne nationale, malgré une tendance générale à la baisse. Le gouvernement russe n'est naturellement pas transparent avec ces données, mais les analyses disponibles dressent un tableau sombre. En 2017, les taux de suicide chez les hommes ont atteint 30,9 dans le district de l'Extrême-Orient, 30 et 1,1 dans la République de Sakha, et 40 dans la région de l'Amour. Le taux le plus bas était de 27,8 dans la région du Kamtchatka. Bien qu'elle soit confrontée à une inégalité systémique et à un produit intérieur brut par habitant inférieur par rapport à des régions comme l'Extrême-Orient russe, le Caucase du Nord affiche un taux de suicide nettement inférieur à la moyenne nationale. Bien qu'il reste élevé selon les normes mondiales, à 11 pour 100 000, c'est moins de la moitié des régions les plus touchées de Russie, et nettement inférieur à celui du district fédéral du sud voisin, où près de 84% de la population est d'origine ethnique russe. Alors, que se passe-t-il ? Pour de nombreux soldats russes, blessés, désillusionnés et aliénés par l'accueil plus froid dans les grandes villes, retourner dans leur région d'origine est souvent la seule voie possible. Ces régions, bien que sous-développées économiquement, offrent un sentiment de cohésion sociale et de familiarité culturelle qui devient de plus en plus rare ailleurs dans le pays. Les anciens combattants qui retournent dans ces communautés peuvent également bénéficier de pensions d'État, offrant une stabilité financière modeste, mais essentielle. En fait, les paiements versés aux familles des soldats décédés ou blessés représentaient 6% du budget de la Russie en 2024. Pourtant, pour de nombreux anciens combattants de retour, la réintégration dans la vie civile demeure un défi de taille. L'économie dans leur région d'origine reste sous-développée, offrant peu d'opportunités et peu d'espoir de mobilité sociale. La vie est saturée de propagande d'État sur la guerre en Ukraine, laissant peu de répit mental. L'accès aux médias étrangers, l'une des rares échappatoires possibles, est de plus en plus restreint et souvent contraignant. Au milieu de l'isolement et de la monotonie, une constante reste facilement accessible dans chaque foyer. La vodka. L'abus d'alcool est si répandu parmi les troupes russes que la Russie a dû leur interdire d'en acheter. Le problème va au-delà du champ de bataille. Le district fédéral de l'Extrême-Orient a le plus haut taux de consommation d'alcool en Russie. La vodka occupe une place particulièrement importante dans la culture russe, plus que tout autre produit national. Et ce n'est pas un stéréotype paresseux. Les Russes sont de loin les plus grands consommateurs de vodka au monde. La consommation mensuelle moyenne est de 17,28 shots par personne, et ces shots représentent 75% de la consommation totale d'alcool du pays. La Pologne arrive loin derrière, avec 13,71. Vous l'avez souvent constaté dans vos expériences subjectives, mais maintenant vous commencez à comprendre l'ampleur réelle du problème. La Russie a le taux d'alcoolisme le plus élevé au monde. 16,3% des hommes du pays et 2,6% des femmes du pays sont alcooliques. Cela a entraîné des taux de mortalité élevés. Remontez plus loin dans le temps, et ces taux correspondent presque parfaitement au niveau de consommation d'alcool. Lorsque la consommation d'alcool a diminué au milieu des années 1980, après que Gorbatchev a réduit la production de vodka, les taux de mortalité ont baissé. Ils ont grimpé après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et sont restés élevés jusqu'au milieu des années 2000 quand Poutine a imposé des règles plus strictes. Ces mesures ont eu du succès jusqu'à ce que la pandémie de Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine fassent à nouveau augmenter la consommation d'alcool. L'abus d'alcool généralisé est le principal facteur de taux élevé de suicide en Russie. 74% des suicides masculins et 83% des suicides féminins présentaient des taux élevés d'alcool dans le sang, souvent compris entre 2 et 3%. La consommation excessive d'alcool a toujours été une pratique culturelle en Russie. Mais il y a un autre aspect de la vie là-bas qui vient encore aggraver la situation. Beaucoup de ces suicides pourraient être évités. 70% des personnes qui se suicident en Russie souffrent d'un trouble mental identifiable avant de passer à l'acte. Alors pourquoi autant d'entre eux vont-ils jusqu'au bout ? Ils sont simplement nés dans le mauvais pays et n'ont reçu aucun traitement. Si vous souffrez d'un trouble de santé mentale comme la dépression chronique, vous avez plus de chances d'être stigmatisé que d'être aidé en Russie. Les problèmes de santé mentale y sont souvent perçus comme étant en quelque sorte auto-infligés. Les amis et la famille le voient ainsi, mais c'est aussi le cas des médecins et même des professionnels de la santé mentale. Dans une zone rurale sous-développée,
il sera d'autant plus difficile de trouver de l'aide. L'alcool est l'un des moyens les plus courants de faire face à la détresse économique ou psychologique. C'est malheureux, car 61% des suicides masculins en Russie impliquent l'alcool. Et les hommes représentent de beaucoup plus de suicides que les femmes. 50,8 hommes russes sur 100 000 se suicident, contre 5,8 femmes sur 100 000. On attend des hommes qu'ils fassent leur devoir envers la Russie et leur famille. Cela peut inclure non seulement le service militaire, mais aussi des travaux dangereux, et ils sont censés s'en accommoder. Tamir Hagorov, un chercheur principal à l'Institut de sociologie de l'Académie russe des sciences, a déclaré que l'absence de perspectives économiques et le vide spirituel en sont les principales causes. Si l'on se fie au taux de suicide, la Russie a fait des progrès depuis les années 90, mais les décisions de Poutine menacent d'annuler tous ces progrès. Les données des prochaines années nous raconteront la véritable histoire que les Russes n'obtiendront pas de leurs propres médias. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres vidéos similaires. Ça fait vraiment une différence. Merci encore. À la prochaine sur MathPack.